Alors voilà, notre dernier chapitre, donc PGCD, théorème de Bezout, théorème de Gauss. Donc on commence d'abord avec le PGCD de deux entiers. Alors, définition, si A et B sont des entiers relatifs non tous les deux nuls, l'ensemble des diviseurs communs à A et B admet un plus grand élément. On l'appelle plus grand commun diviseur, PGCD, de A et B, et on le note PGCD entre parenthèses A point virgule B. Par exemple, le PGCD de -9 et de 12, ce sera 3, c'est le plus grand des diviseurs. Si on fait la liste de tous les diviseurs communs de 9 et de 12, le plus grand, ce sera 3. Alors ensuite, propriété. Soit D de AB l'ensemble des diviseurs communs à deux entiers relatifs A et B. Alors, D de AB est égal à D de A moins B, qui est égal à D de A moins K fois B et B, pour tout cas entier. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez deux entiers A et B, que vous cherchez leur diviseur commun, ça revient au même de chercher les diviseurs communs de A moins autant de fois B que vous le voulez. Ce seront exactement les mêmes diviseurs. C'est ce qu'on a, en fait, c'est un peu ce qu'on a déjà démontré dans l'activité, hein, quand on a fait la question 1C de la partie B. C'est exactement ça qu'on a fait. Ensuite, propriété de réduction du PGCD. Si A et B sont des entiers relatifs non tous les deux nuls, le PGCD de A et de B est égal au PGCD de A moins B et B est égal au PGCD de A moins K fois B et B. Ça, c'est une conséquence directe de la propriété qu'on vient de voir tout à l'heure. S'ils ont les mêmes diviseurs communs, forcément, le plus grand, ce sera le même aussi. Ensuite, si B est compris entre 0, sans être nul, et A, le PGCD de AB est égal au PGCD du reste et de B, où R est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc ça, même chose, c'est ce qu'on a vu dans l'activité, c'est une conséquence aussi de ce qui est juste au-dessus. Si B est un diviseur positif de A, le PGCD de A et de B, c'est B. Oui, logique, si vous avez A qui est un multiple de B, on peut le dire autrement, forcément, B divisant A, et B divise B aussi, ce sera donc le plus grand diviseur qu'on peut trouver. Alors maintenant, un petit exemple pour vous montrer comment est-ce qu'on peut se servir déjà de ce qu'on vient de voir. Alors, soit n un entier naturel congru à 1 modulo 7, déterminer le PGCD de 4n plus 3 et 3n plus 4. Donc là, vous voyez que c'est clairement un exemple où le PGCD n'est pas évident à trouver, on n'est pas comme dans l'exemple de tout à l'heure. Là, c'est vraiment un cas où on est gêné par l'indéterminé n. Donc on va pouvoir se servir de la réduction du PGCD pour arriver quand même finalement à le trouver. Alors déjà pour pouvoir appliquer la réduction du PGCD, on a dit qu'il fallait que A et B soient des entiers relatifs non tous les deux nuls. Donc on va quand même vérifier que 4n plus 3 et 4n plus 4 ne peuvent pas être nuls. Bon là a priori c'est pas possible puisqu'on a un entier naturel congru à 1 modulo 7. Donc forcément déjà notre entier va être plus grand que 1. De toute façon, étant donné que c'est un entier naturel, on n'a même pas besoin vraiment de ça, puisque notre 3n plus 4 sera plus grand que 4 au moins, et 4n plus 3 sera plus grand que 3. Donc ils sont non nuls. Ensuite, du coup, comment je vais déterminer le PGCD? L'idée ici, c'est que ce qui me dérange, c'est les n. Donc, par réduction, je vais essayer de les supprimer, ces n. Donc on a dit qu'on avait le droit d'enlever au A autant de fois B qu'on a envie. Donc là, dans un premier temps, on peut déjà le soustraire une fois. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait 4n plus 3 moins 3n plus 4. Et puis le deuxième morceau, on le laisse tel quel. Donc si je fais la soustraction, il va me rester n moins 1. Ce qui est déjà mieux que ce qu'on avait tout à l'heure, puisque là on avait 4n, là on n'en a plus qu'un. Bon, évidemment, c'est pas suffisant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire à 3n plus 4, on va lui soustraire non pas n-1, mais 3 fois n-1.
Comme ça va directement nous faire disparaître les n. Donc c'est ce que je fais. J'écris 3n plus 4 moins 3n moins 1. Et remarquez que là, ce que j'ai gardé, ce n'est pas le 3n plus 4, mais c'est le n plus 1. Oui, quand vous regardez le PGCD de moins 9 et 12, c'est la même chose que de regarder le PGCD de 12 et moins 9. Donc la propriété qu'on a énoncée ici, elle est valable si vous échangez le rôle de A et de B. Pas de problème. Donc du coup, si je simplifie, de ce côté-là, il me reste seulement 7, et de ce côté-là, il me reste n-1 qu'on a gardé. Donc là, je peux plus réduire plus que ça. Donc je vais me servir maintenant de la deuxième chose qu'on a dans l'énoncé, c'est le fait que n est congru à 1 modulo 7. Donc ça veut dire que n-1, il est congru à 0 modulo 7. Autrement dit, ça veut dire que n-1 est divisible par 7. Donc ça revient à utiliser le dernier point de notre propriété, c'est-à-dire que si n-1 donc là, n-1, c'est plutôt si 7 est un diviseur de n-1, le PGCD de 7 et de n-1, ce sera donc 7, après le dernier point de notre propriété. Et donc finalement, le PGCD de 4n plus 3 et de 3n plus 4, c'est 7 si n est congru à 1 modulo 7. Alors, cette propriété de la réduction du PGCD, elle nous permet aussi de déduire ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide, et qui est ni plus ni moins l'algorithme qu'on a vu dans l'activité. Donc, soit A et B, deux entiers tels que B est compris entre 0 et A avec B non nul. Calculer le reste R dans la division euclidienne de A par B. Tant que R est différent de 0, remplacer A par B et B par R. Et à la fin, le PGCD de AB est égal à B, à la fin de l'algorithme. Donc, un exemple, déterminer le PGCD de 12 458 et 3272. Donc, je vais commencer par faire la division euclidienne. Alors, on prend en général le plus grand des deux entiers en valeur absolue. Le plus grand des deux entiers, et on fait la division euclidienne par le deuxième. Donc, j'écris tout bêtement la division euclidienne de A par B. Ensuite, je remplace A par l'ancienne valeur de B, et je remplace B par l'ancienne valeur du reste. Et je refais la division euclidienne. Ainsi de suite. À la fin, je m'arrête une fois que le reste était... Je devais faire ces opérations tant que le reste était différent de 0, donc je m'arrête quand le reste vaut 0. Et donc on a dit le PGCD de A et de B, c'est B, la dernière valeur de B, donc c'est 2. On peut aussi se dire que c'est le dernier reste non nul, c'est la même chose, hein, puisque c'est la valeur qu'on avait reportée. Donc finalement, là, au vu des divisions euclidiennes successives qu'on a pu faire, on peut remarquer donc, que le PGCD cherché, il est égal à 2. Alors une petite remarque en passant, sur vos calculatrices, vous pouvez trouver le PGCD en allant dans num et GCD, donc ils n'ont pas mis le P dans votre calculatrice, mais voilà, vous pouvez le trouver. Alors maintenant, quelques propriétés sur le PGCD. Donc soit A et B, deux entiers relatifs, non tous les deux nuls. Le PGCD de A et B est un entier strictement positif. Donc c'est logique, hein, puisqu'on a vu que tous les entiers ont au moins 1 comme diviseur. Donc si jamais ils en ont, si le PGCD est plus grand, en tout cas il sera toujours au moins plus grand que 1. Donc positif. Ensuite, PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A, qui est égal au PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Ça aussi, c'est assez évident donc pour la commutativité, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Maintenant, le PGCD sera le même quand vous regardez seulement les valeurs absolues, puisque je vous rappelle que vous regardiez un entier ou son opposé, ils auront les mêmes diviseurs, puisqu'un entier positif peut avoir des diviseurs négatifs et inversement. Donc, que vous regardiez le PGCD d'un nombre ou de son opposé, ce sera la même chose, de nombres et leurs opposés d'ailleurs. Ensuite, PGCD de 1 et B est égal à 1. Pareil, ça c'est assez évident, les diviseurs de 1 étant seulement moins 1 et 1, le plus grand ce sera 1, et c'est un diviseur qui est toujours commun à n'importe quel entier, donc vous ne pourrez pas trouver plus grand diviseur commun avec un entier et 1 que 1. Et si B est différent de 0, le PGCD de 0 et B, ce sera la valeur absolue de B.
Là encore, 0 ayant tous les entiers comme diviseurs, les entiers non nuls comme diviseurs, forcément, vous allez trouver tous les diviseurs de B seront des diviseurs communs avec 0. Donc le plus grand que vous pouvez trouver, ce sera la valeur absolue de B. Hein. Vous ne pourrez pas en trouver de plus grand. Ensuite, A et B sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD de A et de B est égal à 1. Je vous rappelle que la définition d'entiers qui sont premiers entre eux, c'est qu'ils n'ont pas d'autres diviseurs communs que moins 1 et 1. Donc le plus grand, ce sera 1. Alors, je vais m'arrêter là dans la lecture des propriétés. On va faire les exemples au fur et à mesure. Donc justement, on vous demande de montrer que 12 597 et 3 773 sont premiers entre eux. Donc là, on se sert de cette propriété, il suffit de calculer leur PGCD et de montrer qu'il vaut 1. Donc pour calculer leur PGCD, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc pareil, j'écris la division dans un premier temps de 12 597 par 3 773. Une fois que c'est fait, deuxième étape, B vient remplacer l'ancienne valeur de A et le reste vient remplacer l'ancienne valeur de B, etc. Et donc, si on suit bien ces étapes, on s'aperçoit que le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, le PGCD de ces deux entiers, c'est 1. Et donc, ils sont premiers entre eux. Ensuite, les diviseurs communs à A et B sont les diviseurs de leur PGCD. Alors, ça, très utile aussi. Donc, ça veut dire que dans l'exemple 2, quand on vous demande de déterminer les diviseurs de 12 458 et 3272, donc ça c'est les deux entiers qu'on avait fait dans l'exemple dans la première partie, sur la première feuille de cours, on avait vu que leur PGCD c'était 2. Donc ça veut dire que les diviseurs communs de 12 458 et 3272, ce seront les diviseurs de 2. Autrement dit, ce seront 1, 2, moins 1 et moins 2. Et il n'y en a pas d'autres. Donc ça nous permet de trouver très rapidement les diviseurs communs de deux entiers. Ensuite, le PGCD de lambda A et lambda B est égal à lambda PGCD de A et B pour tout lambda entier naturel. Donc ça veut dire que si vous avez repéré que deux nombres ont un facteur commun, il vous suffit de simplifier par ce facteur commun et de trouver le PGCD de ce qui reste. Donc pour mieux voir les choses, donc, en utilisant donc, cette fameuse propriété, on vous demande de déterminer le PGCD de 150 et 200. Alors là, clairement, il y a déjà au moins 10 comme facteur commun, comme diviseur commun à 150 et 100. On peut même aller un peu plus loin, il y a carrément 50. 100 c'est divisible par 50, 150 aussi. Donc là, si j'applique ma propriété, le PGCD de 150 et de 100, 150 c'est 50 fois 3 et 100 c'est 50 fois 2. Donc le PGCD de 150 et 100, ce sera 50 fois le PGCD de 3 et de 2. Le PGCD de 3 et de 2, le plus grand diviseur commun de 3 et de 2, ils n'ont pas vraiment d'autre diviseur que 1, ces deux-là. Donc leur PGCD, ce sera 1. Et donc le PGCD de 150 et 100, ce sera 50 fois 1, c'est-à-dire 50. Ensuite, propriété 7. Le PGCD, donc si D est égal au PGCD de A et B, si et seulement si A est égal à D fois A' et B est égal à D fois B', avec A' et B' premiers entre eux. Alors, en utilisant la propriété 7, déterminer le PGCD de 90 et de 40. Donc là, l'idée, c'est de trouver un diviseur de 90 et de 4 suffisamment grand pour que 90 s'écrive ce fameux diviseur commun et 40, pareil, ce fameux diviseur commun, multiplié par deux nombres qui sont premiers entre eux. Alors là, déjà, on peut voir que 90 et 40, ils sont tous les deux divisibles par 10. Donc, 90 va s'écrire 9 fois 10 et 40 va s'écrire 4 fois 9. Et donc, maintenant, les facteurs qui sont ici, 9 et 4, ce sont deux nombres qui sont premiers entre eux. Ils n'ont pas d'autre diviseur commun que 1 et moins 1, mais d'autres diviseurs communs positifs que 1. Donc ils sont premiers entre eux. Et donc ça veut dire que le PGCD de 90 et 40, ce sera ce fameux facteur qu'on a trouvé, donc 10.
Alors, cette propriété-là, vous voyez qu'on peut l'utiliser pour déterminer le PGCD, mais on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens, à savoir que si vous connaissez le PGCD de deux entiers, alors vous connaissez ces deux décompositions. Et ça peut servir, ça nous servira dans ce sens-là aussi, dans certains exercices. Alors, pour terminer, une propriété qui lie le PGCD avec la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc si vous avez A et B qui sont supérieurs ou égaux à 2, s'ils n'ont pas de facteurs premiers communs, le PGCD de A et de B est égal à 1. C'est-à-dire ils n'ont pas dans leur décomposition en produits de facteurs premiers, s'ils n'ont pas de nombres premiers en commun dans leur décomposition, leur PGCD ce sera 1. Et si jamais ils ont des facteurs en commun, que A s'écrit P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, Pk puissance alpha k, et B s'écrit P1 puissance alpha 1 prime, P2 puissance alpha 2 prime, Pk puissance alpha k prime, avec éventuellement des alpha i qui peuvent être nuls dans le cas où, par exemple, P2 n'apparaîtra pas dans la décomposition de B, mais qui serait dans la décomposition de A, donc éventuellement ces puissances peuvent être nulles. La décomposition en produits de facteurs premiers de A et de B, alors le PGCD de A et de B, ben, ça va être tous ces facteurs qui apparaissent dans la décomposition, et la puissance, ce sera la plus petite des deux puissances qui apparaissent donc dans la décomposition de A et de B. Alors, on va voir tout de suite un exemple. En utilisant la propriété, donc la dernière, déterminer le PGCD de 108 et 540. Alors, dans un premier temps, on écrit les décompositions en produits de facteurs premiers de 108 et 540. Et donc là, l'idée, c'est que pour écrire le PGCD, vous voyez déjà pour le 2 qui apparaît dans les deux décompositions, il apparaît une fois à la puissance 4, une fois à la puissance 2. Ça veut dire que dans mon PGCD, je vais prendre la plus petite des deux puissances, donc 2. Pareil pour 3, il apparaît dans 1008, il apparaît à la puissance 2, et dans 540, il apparaît à la puissance 3. Donc je vais garder pour 3 la puissance 2. 7 n'apparaît que dans la décomposition de 1008 et 5 n'apparaît que dans la décomposition de 540. Donc j'ai fini. Mon PGCD, ce sera simplement 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2, c'est-à-dire 36.